Le crime de Rouletabille, d'après Gaston Leroux. Adaptation, Stéphanie Reynaud et John Mack. Interprétation, Patrick Blandin, Patrick Martinez-Bourna, Philippe Collin, Stéphanie Reynaud, Frédéric Chevaux. Un programme Maurice Clément Fèvre. Non, monsieur. Je ne l'ai pas vu sortir. Alors vous l'avez vu entrer? Non, monsieur. Je ne l'ai pas vu entrer. Poupardin, vous êtes dans une affaire extraordinaire. Et des plus dangereuses pour vous personnellement. Un rien peut vous perdre. Seule la vérité vous sauvera. Je ne vous le répéterai pas. Ce disant, au fond de sa poche, il remuait ses clés comme s'il eût agité des menottes. Poupardin pâlit et balbutia. Mais monsieur, je vous dis la vérité. Il faut que vous sachiez qu'il m'est arrivé une aventure inouïe. Vous me disiez tout à l'heure que j'étais dans une affaire extraordinaire. Et je vous crois. Et figurez-vous, monsieur, madame, que je suis un pauvre diable, moi, à qui rien n'a jamais réussi. Et si j'ai pu ouvrir une boutique au coin de l'impasse Laroche, c'est qu'on me l'a donné quasi pour rien. Mais c'était encore trop cher pour les clients qui y venaient. J'avais le temps de me croiser les bras et de piquer mon petit somme, je vous jure. C'est même la position que j'occupais, ce mardi-là. Comment la position que vous occupiez? Oui, je sommeillais, les bras croisés debout, sur le seuil de ma porte, l'épaule appuyée au mur, quand je fus tout à coup bousculé par une femme qui entrait en trombe dans ma boutique. Cette femme, je l'avoue, c'était Theodora Luigi. Enfin. Quelle heure était-il? 5h30. Nous sommes bons. Continuez, Marius Poupardin. Vous êtes très intéressant, mon ami. Elle était comme folle, la figure toute pâle, les mains tremblantes. Elle me dit à voix basse, « Dans 1 heure, vous aurez 10 000 francs. Mais vous me jurez que vous ne direz jamais que vous m'avez eu sortir du pavillon. » Je lui jurai cela, et elle disparut. Je pouvais d'autant plus lui jurer cela qu'effectivement je ne l'avais vu sortir de rien du tout. Et au fait, dans ce moment même, je ne vais pas contre mon serment puisque je vous déclare que je ne l'ai pas vu sortir du pavillon. Très juste, votre conscience peut être en paix, Marius Poupardin. En somme, vous n'avez rien vu et rien entendu, pas même les coups de revolver. Non, monsieur. Le pavillon est trop loin. Et puis, si j'avais entendu, j'aurais sans doute vu sortir... Exact. Enfin, vous avez tout de même vu Theodora Luigi, ce qui est bien quelque chose. Oui, monsieur, mais comme si elle tombait du ciel. Pour vous faire cadeau de 10 000 francs. Absolument. Mais le plus beau se passa 1 heure après, quand je vis entrer chez moi un petit homme que je ne connaissais pas et qui me dit à l'oreille, après avoir fermé la porte, « Je viens de la part de Theodora Luigi. »« Oui, fis-je, pour les 10 000 francs. »« Non, monsieur, pour les 20 000, répliqua le petit homme. « Seulement, vous allez fermer votre boutique tout de suite et vous quitterez Paris demain et vous irez vous installer au diable. » Et il m'allongea 20 billets. Vous faisiez un beau rêve. C'est-à-dire, monsieur, que je n'en étais pas encore revenu lorsque ce matin, dans ce magasin que je suis en train de créer, à l'instar... À l'instar de quoi? Mais à l'instar des plus célèbres salons de Paris. La rue Saint-Féréol, monsieur. C'est notre rue de la paix. Vous disiez donc que ce matin... Lorsque, ce matin, je vis entrer madame, qui, avant même de m'avoir dit son nom, déposait sur cette table 10 nouveaux billets de 1 000 francs. Et je suis arrivé à mon tour. Avec 10 000 autres. Eh bien, monsieur, c'est trop. Une fortune si inattendue, qui m'est venue en dormant, c'est le cas de le dire, commence à m'épouvanter. L'homme vertueux défie le malheur. Sur quoi, l'ayant entrepris assez sévèrement, il lui fit comprendre qu'il avait tout à gagner, c'est-à-dire tout à garder, s'il savait tenir sa langue jusqu'au moment où on la lui délirait.
On lui demandait simplement, lors du procès, de venir en cour d'assises, répéter dans les termes mêmes dont il venait de se servir, qu'il n'avait pas vu Theodora Luigi le jour du drame, à 5h30, entrer dans le pavillon ni en sortir, puisqu'il dormait lorsque celle-ci avait pénétré si brusquement chez lui. La curieuse aventure de Marius Poupardin ne devait point se terminer là. Dans ce drame affreux, elle apparaît comme un aveugle sourire du destin qui, par ailleurs, frappait comme un sourd. Il n'est point rare de trouver dans les causes les plus tragiques de ces minutes qui paraissent invraisemblables, tant elles apportent de farces inattendues à 2 pas de l'échafaud. J'en tracerai jusqu'au bout le récit qui paraîtrait invraisemblable s'il n'avait pour lui la logique et l'histoire. Lire la Gazette des tribunaux. Il n'y avait pas 10 minutes que Rouletabille et Madame Boulanger étaient sortis du magasin de la rue Saint-Féréol que Poupardin voyait arriver ce petit homme qui lui avait remis à Paris le soir même du drame les premiers 20 000 francs de la part de Theodora Luigi, et qui n'était autre que Thamar, lequel, lui sortant, comme on dit, les vers du nez, n'eut point de peine à lui prouver que son dernier visiteur avait usurpé une fausse qualité en se disant de la police et sut le convaincre moyennant 20 autres billets de 1000 francs de l'urgente nécessité qu'il y avait pour lui, Poupardin, à quitter sans plus tarder Marseille et à aller s'installer définitivement à Smyrne, où il avait des parents qu'il adorait. « Dommage, aurait dit Poupardin à Thamar lors de ses adieux à la Canebière. Encore quelques semaines et je devenais millionnaire. » Chapitre 20. Quelque chose qui brillait dans l'ombre. Marius Poupardin partit donc pour d'autres cieux, mais s'il ne pouvait plus guère compter sur lui pour une déposition en cour d'assises, Rouletabille et Madame Boulanger n'en avaient pas moins tiré le principal, que Theodora Luigi s'était trouvée au pavillon à l'heure du drame. Il ne s'agissait plus que d'en trouver la preuve absolue, irréfutable. La lettre était une invite à venir. Elle ne témoignait point que la courtisane fût venue. Quant à la trace de pas qui était passée inaperçue des magistrats, elle devait avoir maintenant complètement disparu et Rouletabille n'en pouvait faire état. Et cependant, il fallait agir, et agir vite, car nous sentions rôder autour du reporter évadé quelque chose de sinistre et de pire que la prison. Madame Boulanger me confiait alors ses inquiétudes. Elle tremblait pour notre amie dont elle ne pouvait m'entretenir sans retenir ses larmes. Le moment était venu de nous résoudre aux mesures les plus graves. Nous nous réunîmes en secret chez V, professeur au Collège de France, ami de Thérèse, et là, il fut décidé que l'on poursuivrait Théodora au bout du monde, mais qu'on l'amènerait, coûte que coûte, devant ses juges. En dépit de ce que je pus dire, le plan de Rouletabille et de Madame Boulanger triomphait. Thérèse mettait à la disposition de Rouletabille sa fortune. Or, la veille du jour où Rouletabille devait franchir la frontière pour commencer sa campagne contre l'ami de Parapapoulos, il se passa un événement décisif. Rouletabille, sur un mot que lui dit Madame Boulanger, avait voulu revoir une dernière fois la petite maison de Passy. Sur sa prière, j'y retournai en amenant avec moi un premier clerc d'avoué de mes amis qui pouvait nous servir de témoin. De son côté, Madame Boulanger avait amené le professeur V. À 2h du matin, alors que la police croyait déjà Rouletabille à l'étranger, ce qui nous donna quelques heures de sécurité, nous nous trouvâmes tous réunis dans la salle à manger du premier étage du pavillon. Dans ce lieu de mort, où chacun d'eux avait perdu ce qu'il avait de plus cher au monde, Rouletabille et Thérèse se regardèrent comme des ombres de vivants qui visitent les enfers. Et puis Rouletabille sembla nous oublier, tout entier à son étrange besogne. Nous le suivîmes en silence, le cœur étouffant d'une singulière angoisse comme ces personnes qui se laissent guider par les gestes de l'au-delà, du spirit ou du somnambule. Nous descendîmes avec lui jusque dans le sous-sol, jusque dans la cuisine qui servait aussi d'office. Apparemment, il sembla n'y rien avoir découvert, mais moi, qui avait l'habitude de Rouletabille, j'avais surpris son regard qui avait fixé un 10e de seconde un alignement de verres sans pied dans un buffet dont j'avais inconsciemment ouvert la porte.
Je restai dans cette cuisine quand tout le monde fut remonté, comme si le regard de Rouletabille m'y avait fixé. Cependant, je n'aperçus rien qui fût capable de retenir mon attention, à moins que ce ne fût ce verre qui était bien dans sa place et dans l'alignement de la rangée, mais qui n'était point retourné comme les autres, c'est-à-dire le fond en haut, les bords sur la planchette. Seul il avait son fond sur la planchette et ses bords en haut. Y avait-il quelque conclusion à tirer de cela? C'était bien possible. Mais je n'eus point le temps de m'y attarder car j'entendais là-haut un remuement et un murmure de voix insolites. J'arrivai dans le vestibule alors que le professeur V, que mon premier clerc d'avoué et que madame Boulanger entouraient Rouletabille, qui venait de faire une découverte d'importance. Il tenait dans la main une sorte d'anneau d'esclavage qu'il venait de ramasser entre deux dalles disjointes en bas de la grille de fer forgé de l'escalier. C'était un de ces bijoux comme quelques dames en portent à la cheville. Un double cercle, en forme de serpent, formant ressort et qui avait pu très bien se détendre et se détacher pour peu qu'il eût été accroché par quelque aspérité de la grille de l'escalier, dans le mouvement brusque d'une personne qui descend rapidement et qui a hâte de fuir, expliquait Rouletabille d'une voix singulièrement calme, alors que nous l'entourions de notre fièvre. Car cet anneau d'esclavage en forme de serpent, nous en reconnaissions la tête de diamant et les yeux de rubis. Madame Boulanger en défaillait, et moi, j'en tremblais de joie. Rouletabille, lui, continuait de tenir d'une main ferme ce joyau qui le sauvait. Remercions le ciel d'être venu ici par ce clair de lune. Dès l'ouverture de la porte du vestibule, j'ai vu quelque chose qui brillait dans l'ombre. Et maintenant, allons-nous-en. Je n'ai plus rien à faire ici. Avec un joyau pareil, tu n'as plus qu'à te rendre chez le juge. Et tout est terminé. Il me regarda de cet air qu'ont facilement les êtres supérieurs quand ils considèrent un pauvre d'esprit. Le lendemain, il avait de nouveau disparu. Chapitre 21. Ténèbres. Les semaines se passèrent, qui furent pour moi comme un grand trou tout noir dans lequel je ne cessais de tomber, tel un damné de la divine comédie. La dernière visite lunaire à la petite maison de Passy, au lieu de m'apporter cette quiétude parfaite et la fin des hypothèses à laquelle nous tendions si âprement, m'avait laissé sous une impression indéfinissable de terreur inexpliquée. Pourquoi aussi Rouletabille avait-il disparu avec son joyau, avec ce quelque chose qui avait brillé dans l'ombre, avec ce commencement de lumière à la cheville de Theodora Luigi? N'en savait-il pas assez? Qu'allait-il chercher au fond de l'Europe? Et pourquoi n'en revenait-il point? Car je fus 3 mois sans nouvelles. Madame Boulanger et moi, nous le crûmes mort. Les autres le voyaient seulement coupable et qu'il était parti quelque part là-bas pour se faire oublier ici. Pendant ce temps, on avait clos l'instruction et on avait décidé de le juger par contumace. Nous atteignîmes ainsi la veille du procès, et j'étais effondré sur mon dossier quand la porte de mon cabinet s'ouvrit, et je vis surgir un lacandeur formidable, aux joues rubescentes, aux yeux hors de la tête. « Il est là! Il est revenu !» « Rouletabille est là ?» ?»« Oui, monsieur, il est à Paris. Il sera demain à la cour d'assises. » Là-dessus, avant même que j'aie pu faire un geste, il m'avait quitté. Quand j'arrivai le lendemain de très bonne heure au palais, il y avait déjà une foule immense qui s'écrasait devant les grilles dans la galerie de l'horloge. On avait établi des barrières et un service d'ordre comme au plus grand jour. Tout ce monde-là savait que Rouletabille était revenu. Moi, je n'avais plus eu de ses nouvelles depuis la veille. Ce ne fut que quelques minutes avant l'ouverture de l'audience que l'on vint m'avertir à mon banc que Rouletabille s'était constitué prisonnier. Le bruit s'en répandit immédiatement dans le public, et nous en entendîmes la rumeur jusqu'au fond des corridors qui entourent la salle. Après les premières formalités, je vous laisse à penser quel fut le mouvement de toute la salle quand le président prononça ces mots. « Faites entrer l'accusé !» Mouvement de curiosité, certes, mais d'immense sympathie, car Rouletabille, comme grand reporter, était adoré du public.
et chez moi, d'inexprimables angoisses. Il entra. Sa bonne figure était pâle et sévère, ses yeux allèrent à moi immédiatement. Je lui tendis les mains, et il me les prit avec effusion.